Kim, je te sens fatigué, je te sens vidé, je sens que on dirait que tu viens de faire une grosse séance de sport. Bah c'est exactement ça. Je suis vidé, fatigué, mais tu vois quand on dit c'est de la bonne fatigue, c'est vraiment de la bonne fatigue. C'est on a tellement réussi à faire baisser le mental que je sais comment ça marche, que ça remonte à une vitesse grand V et que j'observe. Et j'ai peut-être encore envie de contrôler, tu sais, pour pas que le mental remonte trop vite chez certaines personnes parce que ça fait un espèce de choc thermique et ça me puise encore de l'énergie. Mais c'était juste une semaine de dingue. Est-ce que... Vas-y. Samira. Pardon, Samira. Vu qu'on filme, désolé. Tu parles jamais, juste maintenant que tu parles. Voilà. Right. Quand on n'a pas un accès au désert tous les jours, comment on fait pour baisser le mental? Ce qui est bien, c'est que tu le sais maintenant, Magie, pour avoir vécu l'évasion avec nous, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode. Tu l'as dit déjà, l'objectif c'est de faire baisser le mental. Moi, je vais en partager une ici. C'est d'appliquer l'approche IMC. Et c'est pas l'indice de masse corporelle, c'est d'abord quand on commence à penser, il y a la physiologie du corps au niveau de l'instinct, donc des intestins qui nous envoient un petit signal. Souvent on fait monter dans le cœur pour réfléchir à tout ça et après on fait monter dans le mental et ça cogite beaucoup. Là moi ce que j'invite à faire, c'est donc là on est dans I, l'instinct, C du cœur et le M du mental. Et l'IMC c'est l'instinct, faire monter de suite dans le mental et avoir cette discussion interne et de suite descendre dans le cœur pour recalmer en disant discussion elle est pas forcément utile. Et c'est un petit tips parce qu'on dit souvent on sait pour muscler son corps on a des exercices pratiques à faire et pour maîtriser le mental c'est pas évident. T'as la respiration et t'as cette petite technique qui peut être intéressante. Donc la respiration c'est le plus simple, revenir dans l'ici et maintenant dans le présent en se touchant le doigt, en palpant la bague par exemple ou quelque chose, un objet qui nous est cher. Ça permet de calmer le mental parce que comme je dis, quand on sort du désert le mental repart au galop, mais c'est pas parce qu'il repart au galop que c'est mauvais, c'est si le mental comparé à un cheval devient fougueux, c'est là où ça peut être un peu dangereux. Donc à nous de le dresser et lui dire que tout va bien, qu'on est sous contrôle. Donc on se parle aussi à soi-même parce que de toute façon on a toujours une petite voix dans notre tête. Donc voilà quelques petites pépites on va dire. Au quotidien, comment discipliner son cheval fougueux? Je vais te reprendre une image que tu connais bien maintenant. C'est que ton cheval fougueux permet d'aller réveiller ta nature véritable et ton cheval très très calme. Ton cheval fougueux, toi tu as une expression que tu emploies, que je reprends, que j'aime beaucoup, c'est ton dragon. Et de l'autre côté, tu as ta nature véritable, cette douceur. Donc c'est juste de trouver l'équilibre naturel de la vie. Parce que tout est cycle. Et tu le sais, tu le sens de toute façon. Quand tu es dans une énergie qui est pas forcément bonne, tu sens que c'est parce que le mental part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu intrigué, qui est en train de te travailler. C'est être en présence réelle, c'est ce qu'on appelle la métacognition, donc de pouvoir s'observer ou du moins observer ses pensées et de se dire en fait ces pensées-là elles sont en train de me mettre dans une énergie négative qui réveille mon cheval fougueux et il part dans tous les sens. Je vais l'orienter vers des pensées un peu plus positives pour calmer et trouver l'équilibre. Donc c'est le comment, il y a plein d'outils. Il y a des gens qui vont faire de la méditation, de la respiration, de l'hypnose, du reiki, j'en passe. Aujourd'hui on a toutes les possibilités. La vraie clé est dans la question que tu as posée. Comment calmer son mental? Donc comment calmer son mental? Tu prends calmer son mental, déjà tu as fait un pas. Donc c'est à toi ensuite de dire quel outil concret je peux utiliser qui fonctionne avec moi pour me permettre de reprendre les rênes de la maîtrise de mes pensées, parce que la vraie clé c'est de maîtriser ses pensées. Parce que les pensées tu ne peux pas les arrêter. C'est juste de maîtriser tes pensées,
Ça veut dire quoi maîtriser des pensées? Est-ce que ce sont des pensées qui génèrent une émotion et une énergie positive ou une émotion et une énergie négative? De là, à toi de créer la juste balance pour te mettre du côté de la pièce qui te correspond le mieux au moment T. La vie, c'est une série de rencontres ou une série de rendez-vous? C'est une série de, c'est un mix des deux. Tu vas avoir beaucoup plus de rencontres que de rendez-vous. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens et à un moment tu auras des rendez-vous. Tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre. Et les deux peuvent être liés. C'est-à-dire que la rencontre que tu vas faire sera un rendez-vous. C'est-à-dire que tant que je vais essayer de l'expliquer. Enfin, je vais l'expliquer de la manière la plus simpliste possible. T'es en quête de quelque chose intérieur, consciemment ou inconsciemment. Si c'est inconsciemment, c'est que le chemin neuronal n'est pas consolidé. Donc tu vas avoir un message, 2 messages, 3 messages, tu vas peut-être pas forcément les comprendre. Puis un jour, tu vas le comprendre et tu vas dire mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Tu avais simplement besoin que quelqu'un te le répète pour consolider ce chemin neuronal. Et c'est là où c'est cette succession de rencontres qui tombe sur un rendez-vous qui dit mais bien sûr, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais ça fait juste 300 personnes qui te le disent, mais tu étais en train de consolider ce chemin neuronal et là maintenant tu as eu cette cognition, donc cette prise de conscience qui te dit waouh, c'est ça. Donc c'est une succession de rencontres entrecoupées de rendez-vous importants ou pas, clés ou pas, qui vont être des déclics ou pas, et chacun va l'interpréter s'il est en mesure de comprendre le message derrière tout ça. C'est quoi grandir? Grandir, c'est permettre à ces 4 corps d'être alignés. Le corps, le cœur, la conscience et le cerveau. Dès lors que tu acceptes d'être pleinement qui tu es véritablement, avec le bon et le moins bon côté, dès lors que tu acceptes le corps qui est le véhicule de ton âme, dès lors que tu acceptes ton âme, à savoir la personne que tu es vraiment au plus profond de tes tripes que toi seul sais, parce que tu peux pas te mentir quand tu es seul, et dès lors que tu acceptes aussi tes émotions, bah, tout ça, pour moi, te permet de grandir au sens s'élever pour être totalement soi. Et être totalement soi, je pense que c'est une mission qui incombe à chacun d'entre nous, qui sommes nés sur cette planète, c'est d'être soi totalement. Et c'est pas... Après, on reprend littéralement, grandir, tu mets une graine, ça pousse. Et là, sur l'aspect plus spirituel, philosophique, mais en même temps pragmatique, c'est de vivre tout ce que tu as à vivre. Et à un moment donné, ça y est, t'as fait ce que tu devais faire. Quoi, quand, comment, ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je dis, mais tu sais que t'es arrivé au point final de la destination parce que t'as apprécié tout le voyage, quoi. C'est quoi le plus difficile dans le fait de devenir soi-même? Le plus difficile, c'est de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Mais rien que le fait que je te dise ça, déjà, je suis déjà en quête de compréhension, tu vois. Donc c'est assez schizophrénique, tu vois. Mais je suis sûr que vous comprenez tous. C'est-à-dire que dès lors qu'on commence à conscientiser tout ça, je prends toujours cet exemple, explique-moi l'électricité. Certains vont dire les protons, les neutrons et ainsi de suite. Mais non, explique-moi concrètement l'électricité. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Et je travaille au quotidien, j'apprends au quotidien pour arrêter d'essayer de les comprendre parce que je les comprendrai jamais. Parce qu'il y a comme je dis, une puissance invisible, divine, beaucoup plus grande que nous. Et ça serait très présomptueux et très prétentieux d'aller comprendre tout ça. Donc c'est vraiment, encore une fois, je le répète, c'est de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Mais déjà là, en faisant ça, on est en train d'essayer de comprendre, tu vois. C'est quelque chose de bien plus grand que nous. On est quoi, nous? On est une part de ce plus grand que nous. Parce qu'on l'a en nous. Tu sais, si on parle de Dieu, je crois en Dieu. Et un mot qui vient du latin, qui est enthousiasme. Dieu est en nous. Et quand tu es enthousiaste dans la vie, que tu profites du moment présent, que tu fais ce qui doit être fait, que tu te laisses pas trop dominer par tes pensées, que tu évites de sortir du présent pour aller dans le passé anxiogène ou nostalgique, ou alors te projeter dans un futur qui fait peur parce que tu connais pas,
c'est là où t'es pas dans ton axe, où t'es pas dans ce que tu dois incarner, et t'es pas en rendez-vous avec toi, et t'honores pas la chance que tu as d'être venu au monde. Parce que je dis souvent, la vie on l'a gagnée à la naissance, et c'est plus grand que nous, on en a une partie en nous qu'on maîtrise pas, mais qui nous fait autant peur qu'elle nous enthousiasme, justement. Quelle est la pire manière de déshonorer cette chance qu'on a de vivre, et quelle est la meilleure manière de l'honorer? La pire manière, c'est de ne pas écouter les signaux qui te sont envoyés. Au plus tu t'éloignes de tes racines, au plus elles reviennent au galop. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas avoir des messages, c'est juste d'écouter ça. Ça, si tu l'écoutes pas, il va revenir plus fort, il va frapper fortement ton corps physique, ton corps mental, ton corps émotionnel, jusqu'à potentiellement la mort. Et si tu n'écoutes pas ces messages-là, ça c'est pour moi la pire manière de pas honorer cette chance qu'on a d'avoir gagné cette course parmi des milliards de cataplasmes microscopiques, tu vois. Et de l'autre côté, la meilleure manière d'honorer ça, c'est d'être totalement soi. Moi, je dis souvent, ma définition du succès, c'est être totalement moi. Et là, tu te sépares un peu du matériel et tu sors du monde de la compétition pour entrer dans le monde de la création. Et c'est selon moi la meilleure manière d'honorer la vie. Pourquoi le désert, il t'a permis de te retrouver toi? Il m'a mis face à moi sans tricher. C'est-à-dire que j'ai rencontré mes démons intérieurs, mes dragons, mes côtés obscurs. J'ai goûté à l'équanimité. C'est-à-dire que j'étais dans un équilibre où j'étais autant authentique que vulnérable, et ça m'allait bien. J'étais plus dans le contrôle, ne serait-ce qu'un demi-souffle de vent dans le désert, tu vois. Mais quand t'es dans le désert, pour l'avoir vécu, tu sais désormais, et tu l'avais déjà vécu par le passé, je pense, c'est laisser les choses se faire naturellement, revenir au rythme circadien de la vie, et faire ralentir le mental, et te retrouver avec toi-même. Ça permet de te connaître véritablement. Et à défaut d'accepter, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter, d'accueillir toutes les parts du soi. Même les parts sombres ou les parts obscures ou celles qu'on n'aime pas. Et dans ce cheminement, la part la plus compliquée de toi que tu as dû avoir à accepter? Concrètement, c'est d'accepter que j'étais Abdelkrim Benour, français d'origine algérienne, algérien né en France, et que quoi que je fasse, ça je l'avais pas choisi. C'est le plus beau des cadeaux que j'ai pu avoir. Mais avec tout ce système, avec tout ce qu'on nous disait, comme beaucoup de personnes qui ont une double origine, on sentait une pression insidieuse de la part du système, mais aussi de la part de nos parents. Et il y avait toujours une espèce de dichotomie. Et c'est pour ça que je dis je suis français d'origine algérienne, algérien né en France, je suis un frangérien. Et ça, il m'a fallu du temps pour l'accepter, pour l'accueillir d'abord, parce que je me mettais des masques et je voulais être le meilleur et ne pas être considéré comme l'étranger. Mais il suffit de lire Albert Camus, on comprend. Hein. On est tous étrangers quelque part. Tu veux dire, t'avais honte de toi, d'où est-ce que tu venais, ou t'étais en colère contre toi et ce que la vie t'avait apporté? C'est un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des mix de honte, de colère, de ressentir ça, d'injustice très très forte. Quand on me donnait 10 comme objectif, je faisais 20. Et quand on me faisait 20, on disait mais c'est normal parce que vous avez besoin de prouver, tu vois. Mais est-ce qu'on me le disait ou est-ce que c'était moi qui me racontais ces histoires? Est-ce que c'était moi qui voulais prouver? Est-ce que c'était moi qui voulais toujours arriver premier pour exister? Et le jour où j'ai compris, en fait, on avait juste à vivre et rien d'autre, et cesser d'exister pour les autres, et de se retirer cette étiquette qu'on se met sur la tête, parlez-moi de moi, là ça a complètement fait sauter tout ça. Parce qu'être soi, c'est non négociable. Et être soi, c'est dans sa globalité. Ça, c'était pour la pire.
Dernière question. La meilleure chose que tu as appris sur toi, sur ce chemin? C'est que constamment sur ce chemin, avec ces rencontres et ces rendez-vous, comme tu disais, on se charge de fardeau. Et on a des ressources qui nous sont octroyées. On a l'oxygène, qui est exceptionnel. Sans oxygène, c'est game over. T'arrêtes de respirer, tu meurs. On a le temps, on a de l'argent, on a du focus, on a de l'énergie. Et j'ai compris qu'en fait, la seule ressource qui était inépuisable, c'était l'amour. Et qu'il fallait le diffuser, véritablement tel qu'on est. Moi, j'aime profondément mon prochain. C'est pour ça que je dis que je balance de l'amour inconditionnel radical, donc de l'air. Et ça a été le point qui m'a permis de me libérer, on va dire, de ces fardeaux que je portais avec moi, comme tout à chacun. Ça a été un élément déclencheur pour moi.